Bonjour, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé du beau temps. En fait, je reviens vers vous aujourd'hui avec une énigme, mais toute particulière, une conjecture qui a fait couler le langue de plusieurs mathématiciens de tout calibre et elle a engendré beaucoup de rumeurs autour d'elle. Il s'agit de la conjecture de Syracuse. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une conjecture qui est appelée Syracuse, connue aussi sous le nom de conjecture de Collatz ou bien conjecture du Lame ou problème de 3x plus 1, comme c'est affiché ici. De quoi il s'agit? En fait, un certain Collatz, un mathématicien Collatz, l'a trouvé, l'a découverte en 1928. Et depuis lors, il n'a cessé de la faire diffuser autour de lui, dans les séminaires, dans les colloques, dans les réunions, et dans le milieu scientifique mathématique en général, jusqu'à ce qu'à un certain moment, il a croisé un autre mathématicien et il lui a confié cette conjecture qui, lui, de sa part, l'a diffusée aux États-Unis, à l'université Syracuse. C'est comme ça qu'il a pris le nom de Syracuse. Et après, vers 1960, il y avait un autre mathématicien Ulam n'a cessé de la diffuser autour de lui. Donc, du coup, il s'appelle aussi conjecture d'Ulam. Ou bien, tout simplement, problème de 3x plus 1. De quoi il s'agit? Ben, tout simplement, prenons un entier naturel positif, strictement supérieur à 0, n. Si n est pair, alors, Syracuse de n, on va dire, Syracuse de n est égal à n demi. S'il est impair, alors Syracuse de n va être égal à 3n plus 1. Et vous voyez que 3n plus 1, elle est paire cette fois-ci, et on peut la diviser par 2, parce que si n est impair, donc 3 fois n est encore impair, plus 1 c'est pair, et donc du coup ça va être divisible, d'où la formule simplifiée ou bien compressée de cette conjecture qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, je dois définir d'abord la suite de Syracuse. La suite, c'est partant d'un entier naturel strictement supérieur à 0, n, on lui applique donc, ça c'est U1, U1 est égal à n, on va définir U2 comme étant Syracuse de n. Donc, s'il est pair, si n est pair, on va lui appliquer Syracuse de n qui est égal à n demi. S'il est impair, c'est 3n plus 1. Et alors, après, U3 est égal à Syracuse de n. C'est Syracuse de U2. Et ainsi de suite. Donc, on appelle ça la suite de Syracuse liée à n, ou bien la suite de Syracuse relative à l'entier n. Bien. Ça, c'est la définition de Syracuse, ou bien de la conjecture, non, de la suite de Syracuse, qui, elle, prétend quoi? Que cette suite va va finir vers 4, 2, 1. C'est-à-dire, il existe un certain n0 tel que un certain n0 tel que un0 est égal à 4, puis après 2, puis après 1, puisque, bon, 4 paires donc divisé par 2, ça donne 2, 2 paires donc divisé par 2, ça donne 1, et ainsi de suite. Alors, on va juste vérifier ceci pour certains noms, pour comprendre encore mieux, et puis après on va donner la forme compressée de cette conjecture. Voilà, donc pour l'entier 1, donc U0 est égal à 1, ou bien U1 est égal à 1, U2 est égal à, puisque les impair, donc on multiplie par 3, on rajoute 1, ça donne 4. Et puis après, U3 est égal à 4 paires, donc divisé par 2, ça donne 2. Puis après, U3 paires, donc U4 est égal à 1. Et puis après, on est parti vers, allez, 1, 4. Je ne vais pas m'amuser à écrire chaque fois U1, U2, U3, U4. Donc, je vais mettre la suite, la succession des termes de cette suite directement sans mentionner le terme. Donc, 4, 2, 1. Et on va cycler. Donc, 4, 2, 1. On va rester dans ce cycle. On ne peut pas nous en sortir. Bien, alors, si je l'appelais par exemple pour 2, je ne vais pas faire pour les nombres pairs. Vous savez pourquoi? Parce que les nombres pairs, on doit les diviser. Donc, inévitablement, je dois diviser 2 pour arriver à 1. Et alors, c'est
c'est à partir d'un nombre impair que les choses deviendront utiles, c'est-à-dire, allez, ça sert absolument à rien qu'un nombre qui est un multiple de 2, je lui donne sa suite, il suffit juste un peu de le simplifier par 2 pour tomber sur un nombre pair ou impair. S'il est encore pair, je vais les diviser tant qu'il est pair jusqu'à ce que je tombe sur un nombre purement impair. Et là, je commence la série, la suite de Syracuse. Et voilà, on verra un petit peu sur ces exemples-là. Mais donc, de toute façon, pour les nombres pairs, je vais les sauter. Alors, concentrons-nous sur les nombres impairs et on va voir un peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai, par exemple, alors, pour 3, U1, donc j'ai 3, et puis après j'ai 3 impairs, donc multiplié par 3 ça donne 9, plus 1 ça donne 10, ok, et puis après je divise par 2, ça donne 5, et puis après je multiplie impair, donc je multiplie par 3, 15 plus 1 ça fait 16, 16 impair, pair, donc je divise par 2, ça donne 8, 8 pair 4, 4 pair 2, 1, donc je vais ramer, je vais cycler indéfiniment dans mon cycle 4, 2, 1. 1, 4, 2, 1, indéfiniment. Ok, donc dès que j'atteins 4, 2, 1, ça y est, je sais que je vais encore tourner, je vais tourner là-dessus indéfiniment. Ok, donc voilà, donc je tombe inéluctablement jusqu'à maintenant sur 4, 2, 1 et ainsi de suite. Si par exemple je vais pas prendre 4, je vais prendre 5, cette fois-ci 5 impair. Mais on a déjà fait ça pour 3, non? Oui, 5. Mais bon, 5 impair, donc multiplié par 3, 15 plus 1, 16. 16 divisé par 2, 8. 8 divisé par 2, 4. Ah, j'arrive à 4, donc je sais très bien que je vais cycler ici et je vais rester là-dessus dans le cycle, impossible d'y sortir. Ok, puis après 7, juste pour voir, est-ce qu'on va tomber sur ce cycle infernal? 7 impair multiplié par 3, 21. 21 plus 1, ça fait 22. Ok, 22 divisé par 2, 11. 11 divisé par 11 impair, pardon, multiplié par 3, 33 plus 1, ça fait 34. 34 divisé par 2, ça donne 17. 17 divisé par... non, allez, multiplié par 3, ça donne 51. 51 plus 1, ça donne 52. 52 divisé par 2, ça donne 26. 26 divisé par 2, ça donne 13. 13 impair multiplié par 3, 39 plus 1, ça donne 40. 40 divisé par 2, 20. Divisé par 2, 10. Divisé par 2, 5. Ah, là, 5, j'atteins ici. Attention. Dès que j'atteins, ça ne sert absolument à rien de continuer, puisque si j'ai déjà sollicité le 5, le nombre impair dans la série de la suite de Syracuse d'un nombre, si je tombe dans un nombre déjà sollicité dans une phase avant, ou bien dans une ligne, une suite d'un autre nombre déjà sollicité, alors là, je m'arrête, ça ne sert absolument à rien parce que je sais que la suite de 5 a été déjà évoquée. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Soit je fais comme ça, je dis que voilà, ça va tendre vers 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Ça ne sert absolument à rien de faire tout le travail, de recommencer tout le travail qui a déjà été fait. Ok, et ainsi de suite, si on continue comme ça, par exemple, je vais faire une dernière fois pour 9. 9 impair, donc multiplié par 3, 27 plus 1, ça donne 28. 28 pair divisé par 2, ça donne 14. Divisé par 2, ça donne 7. Ah, 7, je tombe sur un nombre impair qui a déjà été développé selon la suite de Syracuse. Donc là, je m'arrête et je sais immanquablement que je vais tendre vers 4, 2, 1. C'est qui est vers 4, 2, 1. Okay. Donc, la conjecture de Syracuse stipule que n'importe quel nombre, je lui applique la suite de Syracuse, il va tendre indéfiniment, il va aller à un certain moment, arriver à un certain moment fini, dans un temps fini, à 4, 2, 1. Okay. Et que j'aurai pas, allez, par exemple, les fois, ou bien les possibilités de la non-convergence vers 4, 2, 1, c'est soit je converge vers un autre attracteur, je peux appeler ça attracteur parce que là, 4, 2, 1, c'est un attracteur. Dès que j'arrive là, impossible d'y sortir. Je vais l'appeler attracteur, donc soit je vais tomber sur un autre attracteur, ou que je vais aller indéfiniment, aller me balader dans l'espace, c'est-à-dire que voilà, puisque le nombre de nombres impairs inférieurs à un certain n sont finis, donc du coup, puisque là, c'est un cycle, c'est une suite infinie, alors là, du coup, ça veut dire que je vais tendre vers l'infini. Okay, je vais atteindre, parce que si je m'arrête, je suis borné par un nombre impair, et puisque le nombre des nombres inférieurs à ce nombre impair étant fini,
Alors là, et la suite elle est en infini du nombre en question. Alors du coup, je ne peux pas être en dessous d'un certain nombre impair. Donc je dois tendre immanquablement vers l'infini. Voilà l'idée derrière. Alors jusque-là, on a, je crois de mémoire qu'on a vérifié sur ordinateur la véracité et la justesse de cette conjecture. Et on a trouvé qu'on n'a pas pu la mettre à défaut jusqu'à des nombres extrêmement grands avec des ordinateurs qui sont très puissants. On a un tarif, je crois, de puissance 68, ce qui fait à peu près, bon, allez, quelques centaines de milliards pour lesquels la conjecture n'est pas tombée à défaut et elle a résisté, elle est restée vraie. Bon, est-ce que ceci peut remplacer une démonstration mathématique rigoureuse? Non, bien sûr que non. Ça, c'est un travail qui peut, par exemple, nous induire dans une certaines convictions, ou bien certaines, on va dire, il va nous pousser pour qu'on puisse croire que voilà le chemin le plus droit ou bien le plus correct pour pouvoir aborder cette conjecture. Hein. Ici, puisqu'on arrive à 2,68 des nombres extrêmement grands pour lesquels on a toujours la suite de Syracuse qui est vérifiable, c'est-à-dire il tend vers K2,1, alors du coup, on peut penser que la conjecture est vraie. Mais bon, ceci n'est pas toujours le cas. Il y a des conjectures qui étaient vraies jusqu'à un certain ordre qui est quand même très respectable, très grand, et pourtant, par après, elles ont été mises à défaut et que on a pu les infirmer. Donc, ceci ne remplace jamais une démonstration rigoureuse de la véracité ou de la non-véracité de cette conjecture. Bien. Alors, la forme compressée, je vous avais promis de vous donner la forme compressée, mais c'est très simple. Il s'agit de quoi? Il s'agit ici, dans la définition de Collatz ou bien de Syracuse, soit un nombre n, on va lui appliquer Syracuse de n. Alors, s'il est pair, alors S de n, un nombre n strictement supérieur à 0, bien sûr. S'il est pair, alors c'est n demi, si n pair. Et s'il est impair, on va lui associer 3n plus 1, sinon. Okay. C'est-à-dire s'il n'est pas impair. S'il n'est pas pair. S'il est impair. Mais bon, d'office, on sait que 3n plus 1, si n est impair, 3n est impair plus 1, ça donne un nombre pair. Donc, du coup, la phase qui suit, ça va être une division par 2. On va lui associer. Alors là, on va compresser, on va contracter la suite au lieu de passer par cette étape qui est plus ou moins inutile parce qu'on sait inéluctablement que on va la diviser par 2. Alors du coup, on va définir la formulation compressée de Syracuse est égale à n demi Cn si n pair, et puis après est égal à 3n plus 1 directement sur 2 si non. Okay. Voilà. Alors la forme compressée va nous permettre alors de sortir quelques conclusions. C'est-à-dire que certains mathématiciens ont essayé de travailler sur cette conjecture de manière probabiliste. Ils ont dit que, puisque l'occurrence d'un nombre impair est égal à 1 demi et d'un nombre pair est égal à 1 demi, donc on a autant de chances d'avoir tombé, si on choisit aléatoirement un nombre, tomber sur un nombre pair, ou bien on a une chance de 1 demi de tomber sur un nombre pair. Donc, puisque les chances sont égales, alors du coup, ils ont dit que, mais ça, c'est pas un travail rigoureux, parce que je vais vous dire pourquoi. Ils ont dit que, alors la probabilité de l'évolution, hein, c'est un travail statistique, la probabilité de l'évolution d'une suite de Syracuse étant la suivante, c'est qu'à un certain n, on ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Elle a une chance d'être pair comme impair. S'il est pair, on va le multiplier par 1 demi.
Et s'il est impair, on va le multiplier par plus ou moins, lorsqu'on atteint des nombres assez grands, 3n plus 1 demi ou bien 3 demi. Donc c'est comme si on multipliait par 3 demi. Puisque 1 devant des nombres extrêmement grands, ça devient quelque chose qui est égal bon, pratiquement, donc statistiquement parlant, ça tend vers 3 demi. Alors, mais là, on a fait deux opérations, 1 demi fois 3 demi, c'est-à-dire que est égal, à peu près égal. Donc, on passe de n à, après deux évolutions, 2 fois l'application de Syracuse, on est à peu près sûr, de manière quasi sûre, bon, donc de manière probabilistique, on va dire 3 sur 4, d'avoir multiplié par 3 sur 4. Donc 2 fois Syracuse, pour des nombres assez grands, c'est l'équivalent de plus ou moins multiplié par 3 sur 4. Mais bon, pour avoir l'effet de Syracuse une seule fois, alors on prend la moyenne géométrique, c'est-à-dire que voilà, pour une fois, on va multiplier par la racine de 3 sur 4, qui est à peu près égale à 0,86. 0,866. Ok. Voilà, donc ils disent que puisque c'est le passage d'un nombre n, lorsqu'on n devient relativement grand, d'ailleurs c'est le cas, puisque allez, pour n inférieur à quelques centaines de milliards, ça a été vérifié, donc du coup on va parler de nombres qui sont assez grands. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir pratiquement ce facteur qui va multiplier à chaque fois. Donc en moyenne, voilà, géométrique, c'est une moyenne géométrique, 0,866. Mais le problème, c'est que c'est pas très rigoureux, puisque le fait de tomber ici dans la formulation de Syracuse, on travaille comme s'il y avait une indépendance entre les événements, c'est-à-dire un événement étant indépendant de l'autre et qu'on tombe sur un nombre impair ou pair, comme ça. Alors qu'il y a une forte dépendance, puisque n demi, ça dépend un peu le terme qui vient après dépend du terme qui est avant lui, donc il y a une certaine dépendance et le travail n'est pas très rigoureux. De toute façon, qu'il soit rigoureux ou pas, c'est un travail statistique, on ne peut pas confirmer à partir de ça. C'est une démonstration qui est purement statistique et ne peut en aucun cas remplacer une démonstration rigoureusement mathématique. Bien, alors, mais moi, donc c'est sur ce point-là que je ne suis pas d'accord et je dirais plutôt que la grande difficulté vient du fait que c'est une suite à peu près neutre de point de vue espérance mathématique, parce que l'espérance me dit, moi je raisonnerais plutôt d'une autre manière, je dirais plutôt que si j'ai n, alors là, j'ai une espérance d'avoir quoi par après? D'avoir S de n, puis après S de n, mais j'ai une grande probabilité de tomber sur l'espérance de n. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et alors là, si partant de n, j'ai 1 demi, donc là je vais calculer l'espérance appliquée à ce n là. 1 demi de quoi? De n demi. Bon, soit je divise par 1 demi, ou bien je multiplie par 1 demi. Donc je prendrai plutôt la moyenne arithmétique, parce que l'espérance c'est la moyenne arithmétique, plutôt la moyenne arithmétique, et non pas la moyenne géométrique. Mais alors, donc 1 demi plus, alors 3n plus 1 sur 2, c'est 3 demi. Donc si je lui applique 3 demi, ok? Ou bien 1 demi de, si je rajoute ici n, et je rajoute ici n, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir n demi plus 3 n demi. Alors là, je fais sortir le n est égal. Alors là, je dis statistiquement parlant, donc je mets à peu près égal à n demi, 1 demi fois 1 demi plus 3 demi, ça fait 3 sur 4. Ici, 1 demi. Donc 3 demi plus multiplié par 1 demi, c'est donc 3 sur 4. Alors n fois 3 sur, si je ne suis pas trompé, alors je fais sortir le n. 1 demi ici, j'ai 1 demi. Plus 3 demi, 1 demi, qui est à peu près égal 4 demi divisé par 2. Ça donne 4 sur 4 à peu près égal à n. Ah, donc là, on voit que c'est à peu près égal à n si je prends la moyenne arithmétique. Et c'est ça ce qui fait toute la confusion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider, je pars de n, je vais tomber, j'ai une espérance d'aller avec n. D'autant plus qu'il y a même un petit chouïa de
de rajout, puisque j'ai 3n sur 2, plus 1 demi. Plus 1, pardon, j'ai 3n plus 1 sur 2, que j'ai simplifié, que j'ai approché par 3n demi. Donc, je suis ici neutre si je pars d'un nombre suffisamment grand. Alors, statistiquement, si je vois les choses de manière arithmétique, je vais rester sur n avec une légère augmentation. Alors là, c'est à peu près neutre et c'est ça ce qui fait que cette conjecture n'est pas décidable, bon, et que c'est difficilement vérifiable. Okay. Voilà ce qui concerne la conjecture du Syracuse. Il y a des variantes de cette conjecture, telles que par exemple la variante suivante. Si au lieu de prendre 3x plus 1 sur 2, je vais prendre plutôt 3x moins 1 sur 2. Donc, je vais changer par 3x moins 1 sur 2. Et je vais voir ce qui va se passer. Donc là, je vais l'appliquer à la liste des nombres impairs, puisque pour les nombres pairs, on sait très bien, bon, on va laisser la même règle, c'est-à-dire si n est pair, on va lui appliquer n demi, bien x demi, et si c'est impair, 3x moins 1 demi. Alors je vais voir, pour cette variante de Syracuse, qu'est-ce que je vais avoir pour... Allez, je ne vais pas commencer de 1, je vais commencer de 3. 3, il est impair, donc je multiplie par 3, si je pars de 3. 3, il est impair, multiplié par 3, 9. 9 moins 1, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça donne 4. 4 divisé par 2, ça donne 2. Et 2 divisé par 2, ça donne 1. OK. 1, je multiplie par 3, il est impair. Je multiplie par 3, ça donne 3. Moins 1, ça donne 2. 2 impair, ça donne 1. Et donc ici, le cycle, vous voyez bien que ce n'est pas 4, 2, 1, mais c'est 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, d'accord. Déjà, une petite différence, mais c'est pas grave. De toute façon, allez, on va voir un peu ce qui va se passer. 4, je ne vais pas le toucher puisque, vous l'avez bien compris, 4, c'est un nombre pair. Donc, du coup, si je le divise par 2, il va me donner 2. Et je vais ramer ici. Il faut que je le divise d'abord par 2 pour que je puisse tomber sur le premier nombre impair qui découle de la suite de Syracuse pour que ce soit intéressant. Donc, je vais travailler avec les nombres impairs. Et je vais voir ce qui va se passer. Pour 5, par exemple, 5 impair multiplié par 3, 15. 15 moins 1, ça fait 14. Pair divisé par 2, ça donne 7. 7 divisé par... 7 impair multiplié par 3, 21. 21 divisé moins 1, ça fait 20. Et 20 divisé par 2, ça donne 10. 10 divisé par 2, ça donne 5. 5... Bon, donc là, je vais ramer dans 5. Attention, j'ai commencé par 5 et j'arrive à 5. Donc, je vais ramer là. Alors, 5, 14, 7, 20, 10, et ainsi de suite, 5. Donc là, je vois que j'ai un autre cycle. Déjà là, je trouve un autre cycle qui est 5, 14, 7, 20, 10. 5, 14, 7, 20, 10, et ainsi de suite. Donc, je ne peux rien dire encore, mais vous voyez déjà que ce n'est pas la même chose. Hein. Dès que j'ai changé le moins, allez, statistiquement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'effet, statistiquement, lorsque je pars vers l'infini. D'ailleurs, et pour l'approximation, ou bien pour la prédiction à moyen géométrique, j'ai nié le 1, je ne l'ai pas pris en considération puisque j'ai supposé que je prends des n extrêmement grands. Okay. Et aussi pour moins 1, vous allez voir que moins 1, je vais nier le moins 1 parce que pour n grand, 3n moins 1 sur 2, c'est l'équivalent plus ou moins de... C'est l'équivalent, bon, statistiquement parlant, de 3n sur 2. Bien. Mais le problème, c'est que ici, j'ai juste une petite variante et je trouvé que le cycle a changé. Donc, il y a plusieurs questions qui vont s'induire. Mais je ne vais pas être hâtif, je vais continuer 7 multiplié par 3, 21. Mais ici, j'ai déjà 7, hein, attention. J'ai déjà 7, je sais que ça va ramer ici autour de 7, 7, 20, 10, 5, 14, 7. Ah, j'ai le cycle de 7 là, je ne vais pas me sortir. Est-ce que c'est un nouveau cycle? Est-ce que j'ai deux cycles? D'après ce que je vois ici, le cycle 7, 20, 20, 10, 5, 14 et le cycle de 1. Je vais voir. Alors, je vais prendre alors encore 9. 9 multiplié par 3, 27 moins 1, 26. 26 divisé par 2, 13. 13
multiplié par 3, 39, moins 1, 38. 38 divisé par 2, ça fait 19. 19 multiplié par 3, ça donne 57, moins 1, ça donne 56 alors. Je ne me suis pas trompé ici, 28, 13, 13. Oui, je crois que je me suis pas trompé. Donc 56 divisé par 2, ça donne 28. Divisé par 2, ça donne 14. Attention, là, je suis rentré dans le cycle déjà évoqué. Voilà 14. Voilà 14. Donc je vais ramer et je vais avoir le même cycle 14, 7, 20, 10, 5 et ainsi de suite. Alors vous voyez que, est-ce qu'il y a je ne vais pas continuer à faire ça, mais je vais juste un peu m'arrêter ici. Pour la vérification de cette variante et je vais tirer les conclusions possibles concernant cette variante. Alors là ici je vois qu'il y a deux cycles. Il y en a certains qui disent que voilà, elles ne convergent pas, mais non, il peut prendre par exemple notre c'est-à-dire il peut avoir deux attracteurs au lieu d'un seul attracteur. Si vous voyez que j'ai l'attracteur de 1, j'ai l'attracteur 14, 7, 20, 10, 5, cette enceinte. Attracteur, c'est-à-dire que voilà, c'est le cycle vers lequel elle va tendre. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que à un certain moment, elle va aller vers l'infini? On ne sait pas. Donc voilà une autre difficulté de cette nouvelle conjecture qu'on peut appeler ainsi. Mais bon, la conjecture de base de laquelle on est parti, c'est la conjecture de Syracuse qui consiste à travailler avec 3x plus 1 et non 3n plus 1 et non pas 3n moins 1. Mais juste pour vous montrer qu'il y a des variantes. Bon, bref. Qu'est-ce que les scientifiques, les mathématiciens ont dit sur cette conjecture? Bon, il y en a certains qui disent qu'il ne faut pas l'approcher parce qu'elle est très capricieuse, elle est très très venimeuse, on va dire, et qu'elle risque de vous absorber un temps énorme et vous laisser dans la précarité, si on veut dire, scientifique, va vous démunir de votre capacité à produire, parce que il y a une certaine addiction incroyable liée à cette conjecture, et il faut l'éviter à tout prix, parce que sinon on risque de rater notre carrière mathématique. Si jamais on se concentre sur cette Syracuse, il va devenir notre pain quotidien, on ne va pas pouvoir s'en défaire, et voilà, donc on va se retrouver à n'avoir rien fait, parce que allez, maintenant c'est presque 90 ans que cette conjecture existe, et presque 100 ans qu'elle existe, et que personne n'a pu ni nous montrer sa véracité, ni l'infirmer. Alors du coup, il faut un sacré boulot derrière. Et il y a pas mal de rumeurs qui ont couru derrière, mais moi je ne vais pas les rentrer dedans, parce que ça ne sert absolument à rien. Bon, bref, le côté mathématique. Alors, on a les avancées statistiques et probabilistes autour de la conjecture, qui sont plus ou moins intéressantes. En 2002, deux mathématiciens ont pu prouver que, que quel que soit un nombre x donné, pour un nombre x donné suffisamment grand, hein, le nombre de nombres, le nombre qui vérifie la suite de la conjecture de Syracuse, c'est-à-dire qu'il tend vers 4, 2, 1, 4, 2, 1, et étant supérieure à... Bon, elle est égale à, on va dire, x exposant a. Donc de n inférieur à x, qui vérifie la conjecture sur Syracuse, c'est-à-dire qui tend vers 4, 2, 1, est égal à xa, ou bien au moins est égal à xa. Est égal à xa, avec a qui est égal à 0,84.
Donc le nombre d'entiers inférieur à x qui vérifie cette conjecture de Syracuse. Et au moins, donc au moins est égal à xa avec a est égal à 0,84, c'est-à-dire que voilà, on est là en dessous de x, attention, en dessous de x. Il y a un travail encore plus intéressant qui a été fait par Terence Tao, un mathématicien très connu, qui consiste à dire que presque toutes les orbites de Collatz sont bornées par n'importe quelle fonction qui tend vers l'infini. C'est-à-dire, bon, et je dois d'abord définir ce que c'est que, ou bien expliquer ce que c'est que l'orbite, une orbite de suite Syracuse. J'ai un nombre n, l'orbite, on va dire comme ça, orbite de n, Syracuse de n, c'est l'ensemble de tous les Sn. Elle est de la suite, donc l'ensemble de la suite de ce nombre-là. C'est la suite de Syracuse liée à ce nombre. L'ensemble de tous les nombres issus de la suite de Syracuse de ce nombre-là. Tel que par exemple, S5, c'est ça. C'est quoi 5. Alors là, je commence de l'orbite de 5. L'orbite de 5 n'est autre que allez, 5, donc multiplié par 3, 15, 16, 8, 4, 2, 1. Et ça, c'est l'orbite de 5. L'orbite de 5 est égale à ceci. Okay. Alors, 1, 2, 4, 8, 5, 16. Bien. Alors, il nous dit que presque sûrement, bon, presque sûrement, c'est un terme, les probabilistes en mathématiques, il y a une densité naturelle de cette quasi-certitude. Il y a plusieurs genres de densité, mais c'est une densité normale, je crois, qu'on a travaillé dans une densité normale. De toute façon, bon, de manière quasi sûre, on sait que l'orbite est bornée par n'importe quelle fonction qui tend vers l'infini. Quelle que soit sa manière de tendre vers l'infini, de manière aussi lente que vous pouvez le croire, ou bien le savoir. Par exemple, les fonctions log ou bien leur composé. Le composé de la fonction log, ce sont les fonctions qui tendent généralement très doucement vers l'infini. Alors là, tu vas avoir minimum de l'orbite d'un nombre n. Minimum, c'est le minimum de cette orbite, de cet ensemble. Alors le minimum de cet ensemble, normalement, si Syracuse dit que voilà, le minimum de cette orbite pour n'importe quel n étant 1. Ok, la conjecture de Syracuse prétend ça. Mais alors, Terence Tao est parvenu à montrer que le minimum de l'orbite de n'importe quel nombre est inférieur à, pas log, mais n'importe quelle fonction qui tend vers l'infini, quelle que soit sa lenteur de convergence vers l'infini. Okay. Si on prend par exemple, je dis comme exemple, les fonctions log ou leur composé qui tendent généralement très doucement vers l'infini, très lentement vers l'infini. Alors là, par exemple, tu vas trouver que on a de manière presque sûre, hein, dans un sens probabiliste bien sûr, connu par les mathématiciens, il y a différentes convergences de manière quasi sûre en mathématiques, mais bon, bref. Voilà, de manière quasi sûre, on sait que minimum l'orbite des nombres est inférieur à n'importe borné par n'importe quelle fonction qui tend vers l'infini. Ok, bien. Voilà, ça c'était plus ou moins vers 2019-2020 que ce résultat est sorti, et depuis lors, on n'a pas vu une avancée encore majeure ou plus flagrante que ce qui a été fait. Donc, à part ça, il y a toujours des gens qui prétendent que voilà, ils ont résolu, mais bon, à voir de près, on ne trouve pas quelque chose de concret. Je ne vais pas citer les noms, mais bon, vous allez sur les réseaux sociaux et tout, vous allez trouver qu'il y a pas mal de gens qui réclament avoir résolu Syracuse, mais il n'y a rien de tangible lorsqu'on va au fond de ce qu'ils
propose, de ce qu'il présente, on trouve que non, il y a des failles et que c'est pas complet ou c'est une illusion, qu'il y a quand même des erreurs et des failles dans leur démonstration. Voilà. Jusque-là, je crois que j'ai fait le tour à ma manière. Il y a une approche en fait aussi binaire de cette histoire de Syracuse. Je ne vais pas l'étendre ici. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais le faire, mais jusque-là, je vais m'arrêter ici. J'espère que le contenu vous a plu, vous a été utile. Et alors là, avant de le quitter, je réitère ma demande habituelle, celle par laquelle je vous demande de s'abonner le plus massivement possible à cette chaîne, d'inciter votre entourage à le faire massivement pour aider cette chaîne à évoluer, de ne pas oublier d'aller regarder les autres vidéos que j'ai mises sur ma chaîne, donc de liker, aimer, regarder et d'appuyer sur la cloche pour que je vous fasse parvenir par toutes les nouveautés au temps opportun. N'oubliez pas de le faire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite de très bons moments. Au revoir.